Bonjour, bonsoir à tous, c'est Antoine alias Anubis pour une vidéo Actu RC Lens. On va parler de la conférence de presse. Au moment où je vous fais la vidéo, j'ai pas le groupe. Mais on a quand même des indices, des forts faisceaux pour pouvoir en parler. On va parler un petit peu aussi des coulisses. J'ai eu quelques petites infos, quelques petites indiscrétions qui sont parvenues à mes petites oreilles. On va en parler un petit peu parce que ça peut donner aussi la température du groupe et du club en ce moment. Moi, je pars du principe que aujourd'hui, on est dans une phase transitoire de ce club qui va devoir être très bien géré par Steele et la direction, mais à forte priorité par Will Steele parce que c'est le sportif qui dirige un peu l'avenir de ce club. Et il a une lourde responsabilité sur les épaules à gérer un groupe assez étoffé, trop gros, avec des états de forme disparates et surtout des états, on va dire, de statut fluctuants. Alors cette conférence de presse, elle est assez intéressante parce que Will Steele déjà fait un état des lieux des blessés. Alors il y a quand même pas mal de dégâts. Oje Diran est absent un bon mois. El Ainaoui a une déchirure. Je pense que c'est un manque de rythme qui fait que il y a eu une faiblesse musculaire, déchirure, 2 semaines d'absence. Comment il s'appelle, Kofi, le gardien, il est absent 2 mois, donc on ne verra pas du début de la saison. Enfin bref, on ne verra pas du tout, de toute façon. Et Kevin Danso a des tests à passer à Londres. Il sera absent au moins pour Nice, donc on verra la suite. Mais ça va être compliqué parce que vu qu'il s'entraîne de manière aménagée, je pense pas qu'il sera dans le groupe tout de suite, donc ça sera assez compliqué à gérer. Surtout que j'ai du mal à cerner comment va être géré son retour en tant que titulaire ou son retour dans la hiérarchie du groupe avec un Kuzanov qui est quand même extrêmement intéressant et qui pour moi doit pas être sorti de ce 11 de départ tant il a montré des qualités de très haut niveau. C'est un cas très épineux, pardon, parce que Danso est censé ne plus être là. C'est compliqué quand un joueur est mis sur la liste des transferts et est considéré comme hors groupe de le retrouver dans le groupe. C'est assez complexe. Alors, par rapport à cette conférence de presse, on a senti un Will Steele dans la communication par rapport à Frank Hayes. Le but, c'est de pas transformer ça comment dire, en une espèce d'événement, c'est-à-dire battre Frank Hayes absolument, sauf que, ça c'est une petite indiscrétion coulisse, sauf qu'il y a beaucoup de tensions. Depuis une bonne semaine, pas mal de joueurs ont été un petit peu en friture avec Frank Hayes à la fin de la saison. Il y a une espèce de volonté d'être revanchard. C'est un match qu'ils ne souhaitent pas perdre face à Frank Hayes et ça crée une très grosse tension. La deuxième chose, c'est que au-delà de Frank Hayes, c'est un match hyper important pour le premier virage, on va dire, de cette saison. En gagnant face à Nice, tu te retrouves avec 12 points sur 18 possibles. Tu as affronté quasi les 3 quarts des équipes européennes. Et tu es dans le bon wagon en sachant que t'es à 4 points de retard maintenant t'as 4 points de retard à ce moment-là de la saison sur le podium. Avec cette victoire, tu restes à portée tu laisses les concurrents devant à portée de fusil et tu fais du dégât derrière, ce qui est quand même assez important. Voilà. Surtout que Lyon a perdu face à Marseille, ils ont des points de retard, on a repris un point sur eux. Il faut continuer à creuser cet écart, donc ce match-là est quand même sacrément important pour clôturer cette espèce de premier acte où on a affronté pas mal d'équipes européennes, en sachant qu'on a encore Paris, Marseille et Lille à affronter et qu'on va les affronter assez rapidement. C'est un calendrier de la mort qui tue. Derrière, après, t'affrontes plus que des équipes de milieu de tableau et de bas de tableau. C'est là où Will Steele va pouvoir peaufiner sa stratégie et son groupe pro. Bon. Euh, Ces absences-là, elles sont quand même préjudiciables. Alors j'ai vu des tweets en mode oui, où sont
où sont les rois des finances, heureusement qu'on a un groupe élargi, etc. Ouais, mais enfin, ça change pas le problème. Analyser ça en micro, c'est-à-dire sur 2 semaines, 3 semaines, où il y a pas mal d'absences, c'est bien, mais ce groupe est trop gros, et sur, comment dire, sur une analyse globale et à moyen long terme, c'est pas possible financièrement, et de toute façon, il ne sera plus aussi gros à l'hiver, puisqu'il va y avoir pas mal de ventes. Voilà, je pense que s'il y avait eu moins de joueurs dans le groupe, qui auraient eu les départs qu'il aurait eu, il aurait fait monter des jeunes de la réserve, il y avait quoi de faire. Pour moi, c'est une fausse solution de dire heureusement qu'on a un groupe élargi. Maintenant, on passe de 5 milieux de terrain défensifs à 3, ce qui veut dire que il y a une possibilité de voir Mendy titulaire, mais j'ai du mal à le croire, il a pas de rythme, donc je pense que ça sera Diouf, Thomasson et Mendy qui remplacera Thomasson à un moment donné du match. Devant, bah, Sotoka est assez incertain. Alors, moi, pour vous dire par rapport à mon expérience, jouer avec Catagraphe à la cheville, j'y crois moyen, ça va être compliqué, il peut jouer, mais au moindre contact, les agrafes, ils vont lui faire un mal de fou, et ils peuvent sauter, ça peut saigner. Je pense qu'il n'y aura pas de risque de prix, il sera dans le groupe au cas où il y aurait besoin, mais je pense que ça sera pas lui le titulaire. Donc je pense que ça sera Enzola, Saïd, qui seront titularisés. Satriano postule pour une place dans le groupe, il a joué le match amical où les jeunes Lensois ont gagné 3-0, doublé d'Aïtmou, hein, lui, on va très 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 vite le voir, je pense, ça va être compliqué hein, de pas le voir, tellement il fait des stats, ce jeune, il est vraiment très intéressant, puis il met vraiment des beaux buts, il a des belles actions, il est très technique, le petit prodige de Valenciennes, et puis un but de Capuano. Alors Capuano, Gabin Capuano, c'est une recrue de cet été. C'est un attaquant qui vient, je sais plus de quel centre de formation, mais en tout cas, il était pas mal suivi par les recruteurs et les prospecteurs jeunes. Il a des qualités, même si il est encore perspective. En tout cas, sur ce match amical, il a fait le boulot. Une passe décisive et un but. C'est vraiment pas mal pour Capuano et ça permet de relancer l'équipe réserve, et Satriano a joué une soixantaine de minutes ou une bonne mi-temps en tout cas pour lui faire reprendre du rythme avant samedi. Il postule dans le groupe, tout le monde a cru qu'il serait pas là, mais c'est un match amical, hein, donc c'était pour le remettre en rythme parce qu'il manque clairement de rythme et qu'il a eu une prépa assez tronquée avec l'Inter où il a eu peu de prépa, donc il n'a pas eu prépa du tout. Le problème, il est là aussi, c'est que nos recrues ont pas forcément une prépa mirobolante et du coup, ça fausse un peu le début de saison puisqu'on a l'impression de ne pas avoir de recrues devant alors qu'ils sont présents. Peu. Euh, Maintenant, il faudra faire sans El Ainaoui pendant 2 matchs. Il y a une trêve après Strasbourg, hein, puisqu'après on affronte Strasbourg. Moi, je me dis, et je le pense sincèrement, moi je me dis que il faut pas non plus être dans une espèce d'alarmisme plus. On va y arriver, il y a de quoi faire, il y a des joueurs. Le groupe est élargi, donc sur ce problème-là au tenté, bah, il y a la solution du grand groupe. Maintenant, quand tout le monde va revenir, la problématique du groupe est élargi et trop grand va revenir. Hein, je veux dire, c'est pas parce que pendant 2 ou 3 semaines il va avoir des absents que ça change pas le problème. À un moment donné, tout le monde va sortir de la pharmacie, de l'infirmerie, et puis il y aura plus de place pour certains. Donc c'est assez compliqué. Du coup, Will Steele, dans un sens, il est pas trop embêté. Moi, de ce que j'en sais, il est assez soulagé en fait au final que l'infirmerie soit pas vide parce qu'il a des problématiques qu'il a pas à gérer, c'est-à-dire gérer les frustrations des joueurs qui jouent pas puisqu'il y a des blessés. Maintenant, voilà, je pense qu'il va avoir 1 ou 2 mois où il va falloir qu'il gère ça. Ça va être compliqué, mais il s'y prépare. Voilà, ce que j'en sais, voilà, des petites indiscrétions, c'est qu'il se prépare sincèrement à frustrer des joueurs, il n'hésitera pas. Maintenant, en revenant à Enzola, on est clairement sur un joueur qui est dans une phase de refitation, j'aime pas dire amaigrissement parce qu'il est pas gros, mais il est dans une phase de restructuration musculaire, voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est un mec qui a besoin de perdre du poids et à prendre de la masse musculaire. Mais même ça, il est quand même très fort et aujourd'hui, il impressionne quand même pas mal
le staff qui parle d'un gros potentiel. Ça va être très compliqué pour un des deux titulaires de la première partie de saison, c'est-à-dire Saïd et Sotoko, de rester titulaire avec Enzo là. De toute façon, il sera titulaire face à Nice. J'ai du mal à croire qu'il ne le soit pas. En tout cas, moi, ce que j'en dis, c'est que aujourd'hui les cartes vont bientôt être battues. Le fait que l'infirmerie soit remplie, ça va peut-être un peu retarder l'échéance, mais en tout cas, voilà, devant, ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce qu'il y a 5 joueurs pour 2 places et que il y a un moment donné où il y a des joueurs qui vont être obligés de regarder les matchs sur le banc. Et je pense que, à mon avis, les recrues ils permettent au duo Saïd Sotoko d'exister parce qu'ils sont en retard de formation, en retard de prépa, mais que dès qu'ils seront à 100%, ça risque d'être assez compliqué pour un des deux d'être titulaire, voire même des deux. Moi, je pense que les deux n'arriveront pas sur le long terme à garder leur place de titulaire. Alors, on va parler un petit peu des indiscrétions que j'ai pu avoir. Je peux pas rentrer dans les détails parce que je pense que si je rentre dans les détails, les personnes qui m'ont livré ces informations risquent d'être démasquées. Donc on va pas rentrer dans les détails, mais en tout cas voilà, il va y avoir des surprises cet hiver. On risque d'être surpris. Voilà. Je pense pas que ça soit agréablement surpris. Je pense qu'il y aura des départs inattendus. Et malheureusement, voilà, des échos que j'ai eus, on risque d'être surpris. On risque d'être surpris. Le club n'est pas en difficulté, mais la situation est jugée inquiétante parce qu'elle n'a pas été résolue cet été, et qu'il faudra qu'en partie elle soit résolue cet hiver pour éviter d'avoir un mois de juin de tous les dangers, où il faudra vendre absolument avant le 31 juin, ce que veut pas Joseph Ougourlian. Il veut qu'une partie du problème soit très vite réglée cet hiver. Alors, j'ai vu les tweets du fameux Toubachter. En même temps, ces tweets sont vides de sens. Dire aujourd'hui que il y a des luttes d'influence dans un club, c'est comme si tu disais que le haut elle mouille et que le feu brûle. Dans tous les clubs de foot, il y a des luttes d'influence, il y a des courants différents, des courants de pensée, des courants stratégiques différents. Dire que ça existe à Lens, c'est n'importe quoi de faire passer ça pour un scoop. C'est totalement logique. Maintenant, balancer l'info que Johan Desmond a sauvé son poste parce que Hayes et Pouille ont sauté, est-ce que c'est vraiment une super information hyper importante? Non, totalement pas. On s'en branle, ça n'a aucun impact aujourd'hui sur comment dire, ça n'a aucun impact aujourd'hui sur la vie du club de manière formelle. C'est un coach qui a sûrement plus les honneurs ni qui étaient en odeur de sainteté par rapport à ce duo-là. Il a sûrement résisté à son éviction parce qu'il y a eu un changement de direction. Maintenant, si sportivement ça tient pas la route, il sautera l'été prochain. C'est pas le souci. Maintenant, Assadourian, grand gagnant. Ben, il l'a toujours été un peu. Assadourian, c'est quelqu'un qui a été placé par Joseph Ougourlian, qui a été trouvé par Joseph Ougourlian. Les résultats des équipes jeunes sont pas toujours mirobolantes, mais en tout cas, on a relancé le processus de formation et le processus de détection avec Aledin Yaya, d'ailleurs, joyeux anniversaire, le Rock, qui fait un travail de détection, qui est le chef du recrutement de la formation lançoise, du centre de formation lançoise, et qui fait un travail faramineux. Quand je vois le gamin Obradovic, qui est extrêmement fort, qui a encore signé un doublé, qui est très très costaud, c'est un futur grand de ce club. Je me dis qu'on a de beaux jours devant nous en gardant Aledin Yaya chez nous. Il va aller chercher, il va aller drafter des jeunes de l'Île-de-France pour refaire un centre de formation qui performe. Et si on performe, on attirera nos propres jeunes de notre région qui aujourd'hui ont plus tendance à partir à Lille que à partir à Lens, parce qu'aujourd'hui il y a le bassin minier, mais il y a tout le nord de la France, et avant à Lens on allait chercher des gamins qui habitaient à Lille, CF, Varane, et aujourd'hui on est derrière les Lillois en termes de formation, et voilà, c'est normal, on a bouffé 10 ans de Ligue 2, mais en tout cas, Assadourian, il a jamais été vraiment mis en difficulté. Maintenant, il y avait un désaccord extrêmement fort entre lui et Franquet, c'est pour ça aussi qu'il était peut-être
en forme de déstabilisation. Moi, ce que j'en sais, c'est que Assadorian a toujours trouvé extrêmement dur Francaise sur le niveau sportif des jeunes présents en équipe de National 3, voire en U19, où chez Assadourian, on pensait qu'il y avait deux trois gamins qui auraient pu pouvoir être présents dans le groupe et dans le groupe pro, voire même peut-être manger un peu quelques minutes sur des matchs acquis d'avance ou sur des matchs amicaux, voire sur des matchs de Coupe de France. Alors la Toche Lançoise n'a pas gagné puisqu'on a rencontré Monaco dès le départ. On aurait rencontré un petit club, il y aurait peut-être eu une possibilité de voir ces jeunes-là. Mais en tout cas, le torchon brûlé entre Francaise et Assadourian parce qu'il trouvait qu'il exploitait pas assez le centre de formation. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup de réunions entre Assadourian et Will Steele. Will Steele, il a fonctionné comme ça aussi à Reims, c'est-à-dire qu'il a un regard très important sur la formation. Il veut pouvoir avoir des jeunes qui servent de joker pour remplir le groupe en cas de nombreuses blessures. Il compte sur cette formation à partir de janvier-février parce qu'il y aura du dégraissage en hiver. De toute façon, il n'y aura pas le choix. Si c'est pas les mauvais qui partent, ce sera les bons. Malheureusement, c'est un peu ça ce que je vous ai expliqué. On risque d'avoir des mauvaises nouvelles, mauvaises nouvelles. Si on n'arrive pas à faire partir les gens. Alors, petit crochet par rapport à ça, DPDC, il est dans la charrette. Hein. Clairement, aujourd'hui, le club veut qu'il parte. Hein. Il voulait déjà partir au Portugal. C'est ce qui m'a été rapporté. Il voulait partir au Portugal dès l'été. Il n'a pas eu d'offre. À juste titre, parce que franchement, il pète pas trois pattes à un canard. Donc voilà, lui, il est sur la sellette, comme Fulgini d'ailleurs, même si Will Steele voit en Fulgini un joker possible de Zaroury plus que des PDC. D'ailleurs, moi, je trouve que son entrée a été plus qu'intéressante. Face à Rennes, où il a pas mal apporté. Maintenant, il faut qu'il se satisfasse de cette place de joker face à Zaroury. Est-ce que lui, il va la jouer comme ça? Bah écoute, s'il joue le jeu, pourquoi pas? Mais maintenant, c'est pas un titulaire. Hein. Comparé à Zaroury, il n'y a pas de comparaison possible. Donc voilà un peu le topo des retours sur les tweets de Toubachter qui sont toujours un peu vides, hein, parce que c'est des infos sans être des infos, quoi. Mais en tout cas, voilà. Alors, petite indiscrétion. J'avais parlé hein, des fameuses tensions dans le groupe, elles sont toujours présentes. Aujourd'hui, il y a des joueurs qui ne sont pas du tout contents de la tournure des choses. Je vais pas, voilà, je vais pas rentrer dans le détail, mais beaucoup ont critiqué le recrutement en ne comprenant pas pourquoi certains secteurs de jeu avaient été renforcés. Il y a eu des réunions de fête entre eux, Jean-Louis Léca et le staff qui ont été assez houleux. D'ailleurs, Jean-Louis Léca, il est dans une situation un peu compliquée où il a pensé à un moment donné avoir une espèce de d'aura au club, avec peut-être une fonction beaucoup plus élargie et un pouvoir plus grand. Sauf qu'aujourd'hui, il a été un petit peu trahi par certains joueurs cadres de l'équipe qui ont pas mal critiqué ses prises de position et ses décisions. Et c'est dans cette optique-là que Joseph Ogourlian a nommé Lopez, euh, comment dire, à la direction sportive du club. C'est un peu couper l'herbe sous le pied de Jean-Louis Léca qui va avoir des prérogatives beaucoup moins larges. Et ce rôle de courroie, entre le staff et les joueurs est quand même fortement fragilisé, puisqu'une partie des cadres ne fait plus confiance à Jean-Louis Léca. Alors, pourquoi? Parce que je l'avais déjà expliqué, il y avait sa grande proximité avec Eli Wahi, qui était en froid avec pas mal de cadres, dont notamment Sotoka et Thomasson, qui forment aujourd'hui un noyau dur avec Wesley Saïd. Alors, euh, Jonathan Gradit, beaucoup moins. Hein. Jonathan Gradit s'est rendu compte aussi que s'il fallait avoir des résultats, il fallait aussi commencer à jouer avec la nouvelle génération et les nouveaux arrivants au club. Mais le noyau dur, Saïd, Sotoka et Thomasson sont beaucoup plus sur la réserve, notamment les deux attaquants qui aujourd'hui ne comprennent pas le recrutement de Satriano. Encore moins celui d'Enzola, qu'on considère comme un joueur qui est pas forcément au niveau, alors que moi je suis désolé, mais ce genre de jugement, c'est un jugement de joueurs qui se sentent en danger. Et aujourd'hui, ben, force est de constater qu'Enzola, lui, il a marqué en 3 entrées et que Saïd, il a marqué qu'un but et Sotoka, il a marqué 0 but. Donc c'est quand même assez compliqué aujourd'hui d'aller juger Enzola. Et ça met quand même le staff un petit peu
Ça énerve un peu Will Steele, parce qu'aujourd'hui, Will Steele, il a demandé ces recrues-là, des recrues de ce type-là, de ce profil-là, et il compte bien s'en servir. Maintenant, ce qui dessert un peu ces deux nouveaux joueurs, c'est leur état de forme, mais ça va se corriger sur les semaines à venir. Maintenant, moi je suis désolé, mais quand tu commences à foutre un peu le bordel en critiquant un peu le recrutement, tu te dois d'être performant sur le terrain. Donc moi, c'est vrai que là-dessus, j'ai un peu de mal avec Sotoka parce que c'est vrai que ses prises de position, ses prises de bec avec les cas, il ferait mieux de se concentrer sur le terrain et de faire des meilleurs matchs parce que c'est loin d'être son meilleur début de saison depuis qu'il est arrivé à Lens. C'est peut-être l'un des moins bons. Il est très en difficulté. Sur un plan mental aussi, je pense qu'il a un petit peu de mal, mais ça c'est parce que ça suit pas sur le terrain. En tout cas, voilà, et Will Steele, il a des idées, hein. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ces deux recrues-là sportives, offensives seront au niveau, ça risque de bouger dans les registres des joueurs du groupe. Ce que je pensais et ce que moi j'aimerais, c'est-à-dire Sotoka pourrait être déplacé dans le terrain, c'est-à-dire ne plus être attaquant, mais peut-être dans un autre registre, être dans une autre rota offensive, en milieu offensif, voire rota de piston. C'est possible aujourd'hui que Florence Otokan ne soit plus à ce poste-là d'attaquant où il n'est pas performant. Et le profil de Wesley Saïd en titulaire pourrait vaciller parce que si les attaquants sont performants, il pourrait retrouver un rôle de super sub qui pour moi est son meilleur rôle parce qu'en titulaire pour moi il n'arrive pas à performer, donc c'est très compliqué. Donc voilà un petit peu l'état de choses. L'état des choses. Il y a des tensions dans le groupe parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de nouveaux arrivants qui performent dès le départ ou qui ont la confiance du staff dès le départ. Ça crée une certaine forme de tension ou d'incompréhension par rapport à certains cadres. Mais aujourd'hui, le sportif, il donne raison à qui? Au coach. Je veux dire, qui a marqué le but de l'égalisation? C'est Enzola. Aujourd'hui, Enzola, il est rentré, il a été hyper complet. Pivot, accélération, prise de profondeur, remise, pression sur la défense. Il a été hyper complet sur sa rentrée. Donc c'est quand même très compliqué aujourd'hui d'émettre des jugements négatifs. On peut parler un peu de son poids, voire du fait qu'il n'est pas à 100%, mais il va se reprendre, hein, c'est clair, hein, et net et précis. Voilà, bon j'espère que la vidéo va vous plaire. Le groupe va sortir entre les deux. Je voulais pas la faire trop tard parce qu'après c'est un peu compliqué. En tout cas, j'espère qu'elle vous plaira. Je vous dis ciao, salut les amis.